C'est là que nous, on se différencie. Je parlais tout à l'heure d'agilité, Cyril parlait d'IA, d'Hipster, et l'IA qui l'accompagne dans toutes ses décisions et son fonctionnement, mettent aujourd'hui à la disposition du public une structure extrêmement courte et extrêmement agile, qui nous permet de proposer des produits financiers à des investisseurs pour investir directement dans le ou les catalogues musicaux spécifiques, sans passer par forcément les marchés boursiers qui parfois peuvent offrir des surprises bonnes ou mauvaises. Oui, et puis les maisons de disques, elles ont aussi ce, entre guillemets, désavantage par rapport à nous, c'est qu'elles achètent avant tout, très souvent, de la notoriété aussi. Un artiste qui est sur le devant de la scène, c'est un artiste qui va avoir des prétentions très élevées. Nous, la notoriété, elle passe au second plan. Ce qu'on cherche avant tout, c'est la rentabilité de nos investissements. Donc c'est pour ça qu'on est très sélectif et très regardant par rapport à la qualité du projet sur lequel on va miser. Et après, on n'a pas forcément de taille de projet parce que tout est calibré par rapport au deal qu'on passe avec l'artiste, par rapport à l'avance qu'on va lui faire, parce qu'aujourd'hui, on se positionne un peu comme une banque par rapport aux artistes. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un peu de fintech. Parce que l'artiste, il peut pas aller voir quand s'il a besoin d'argent pour X raisons dans le développement de ses produits, de ses albums, il peut pas aller voir sa banque. Sa banque, forcément, elle regarde même pas son dossier. Parce que comme je le disais, il y a tellement de points, tellement de degrés de complexité qu'il y a qu'une structure comme la nôtre qui est en mesure de prêter de l'argent à des artistes ambitieux. Si on grossit le trait, les majors se placent en tant que banque pour artistes. Et les vraies banques aujourd'hui pourraient peut-être s'y mettre. Pour moi, jamais de la vie. Il y a trop de normes dans le système bancaire. Déjà pour un prêt immobilier qui est quand même quelque chose de entre guillemets basique pour une banque. La complexité de montage du dossier, les garanties demandées, etc. Un artiste, on peut pas prendre d'hypothèque sur un artiste, on peut pas prendre de nantissement, c'est pas possible. Donc c'est là pour le coup, non, c'est chacun son métier. Et pour moi, en tout cas, c'est impossible que les banques demain se substituent à des structures comme la nôtre. Ils n'auront jamais l'analyse. Un banquier n'est pas capable d'analyser un compte. T'imagines, ils ont mis déjà des années et des dizaines, des centaines d'années à pouvoir être les leaders dans le marché immobilier avec des calculs de trucs de rentabilité, mais là, un truc qui est absolument où il n'y a pas de, je veux dire, nous, on a des discussions comptables. Un comptable va toujours venir te poser la question. OK, combien ça va rapporter cette année? OK, combien ça pourra avoir des bases de calcul? Là, on est dans un marché où en vrai, tu vois, donc demande à des banques de venir sur du risque, même si les analyses sont bonnes. Non. Et puis le jour où ça sera le cas. La banque, elle n'a que l'argent, j'ai envie de dire. Elle n'a pas l'analyse, elle n'a pas l'accès aux canaux de distribution. Il y a des labels. Oui, c'est ça. Par contre, la banque, elle peut nous confier ses fonds et nous, on les place auprès d'artistes. Là, c'est un scénario qui est beaucoup plus... C'est juste pour vraiment bien expliquer comment nous on se situe. Il y a des banques qui ont de l'argent, mais qui n'ont que ça. Il y a des labels au sens propre du terme, qui ont parfois un peu d'argent, voire pas, mais qui n'ont pas non plus forcément accès directement à la distribution. Ce label doit parfois s'adosser à une autre structure. Et après, il y a des distributeurs qui n'ont pas accès à l'analyse, qui ne font que distribuer de manière un peu systémique, forcément données de finances. Donc il y a plein d'acteurs qui proposent une partie des services. Nous, on propose tout, c'est-à-dire qu'on propose le financement, l'analyse, la distribution. Un peu comme une grosse maison de disques. Quelqu'un pourra me dire oui, mais sauf que la grosse maison de disques, elle est très longue à réagir. Et elle ne va s'intéresser qu'à certaines typologies d'artistes déjà très installés et très gros. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc nous, on est vraiment dans une position assez unique où on concentre toute la chaîne du financement jusqu'à la monétisation, jusqu'à la distribution, et avec une agilité qui nous permet de parler à un beaucoup plus grand nombre d'artistes que les grandes maisons de disques. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous caractérise. On est dans une phase de croissance qui est importante. En termes de volumétrie, on a plutôt tendance à un peu étoffer les équipes. On essaye de ne pas aller trop vite, mais
On a tendance à étoffer les équipes quand on a besoin. Par exemple, si on souhaite rendre plus de services aux artistes, notamment via l'obtention d'aides et de subventions, là on va staffer. Alors que les grosses maisons de disques, elles ont plutôt tendance à faire de la décroissance. Si on regarde l'évolution du staff dans les gros labels et les grosses maisons de disques sur les 10 dernières années, ça a plutôt tendance à fondre comme neige au soleil. Oui, et nous, on est en hyper-croissance aujourd'hui qu'en croissance. On multiplie par 2 notre chiffre d'affaires tous les 4 mois. Voilà, là, on est passé du modèle de la start-up à la scale-up. Tout est sur les rails ou sur la rampe de lancement plutôt et prêt au décollage. En fait, elles sont contraintes de se restructurer. Je juste terminer pour donner un peu de background, mais les grosses maisons de disques, je pense qu'elles continueront d'exister d'une manière ou d'une autre, même s'il y a moins de salariés, elles continueront de réussir à séduire parce qu'elles ont des financements qui sont importants. Mais leur restructuration perpétuelle, en tout cas ces dernières années, elle est due au fait qu'elle n'a pas que la mutation du marché, il y a aussi qu'historiquement, elles détiennent des très très gros catalogues qui leur apportent de l'argent sans faire grand-chose, mais que la chandelle est en train de brûler par les deux bouts. C'est-à-dire que le catalogue, notamment l'ancien catalogue, va progressivement tomber dans le domaine public. Donc elles vont perdre des droits sur des enregistrements qu'elles avaient et qui leur généraient du revenu sans forcément faire grand-chose. Et de l'autre côté, elles sont contraintes de s'adapter avec des contrats plus souples pour les nouvelles générations d'artistes. Mais qui dit s'adapter, dit aussi faire des concessions sur des artistes dont elles ne sont pas producteurs. Donc elles sont distributrices d'artistes et elles détiennent des droits que pour des durées courtes. Donc d'un côté, sur la nouveauté, ne détiennent plus les droits pendant des durées très longues, et de l'autre côté, sur le catalogue qu'elles détenaient sur des durées très longues, petit à petit, en tout cas si la législation sur la protection, sur le copyright n'évolue pas, elles vont perdre petit à petit les droits sur ces anciens catalogues qu'elles détiennent et qui leur génèrent un matelas de revenus comme ça organique et régulier. Donc petit à petit, la quantité d'actifs qu'elles détiennent s'amenuise. Donc elles sont obligées de se restructurer en permanence. Alors que nous, on est natifs de ce nouveau modèle, on est natifs du marché tel qu'il est aujourd'hui et on est natif des prérequis à l'établissement de relations avec les artistes modernes qui s'attendent à de la souplesse et de l'agilité. Et donc on a construit notre structure là-dessus, qui est donc courte et adaptable. Et c'est pour ça qu'on dit nous plutôt en phase de croissance, donc croissance de chiffres, mais aussi croissance de staff sur les postes où on apporte de la valeur ajoutée aux artistes. Comment a évolué aujourd'hui le rapport de force entre les artistes et les majors ? Les maisons de disques étaient indispensables avant parce que c'était les seuls. Donc, si tu veux, aujourd'hui, le fait d'être seul à pouvoir décider comme un espèce d'empereur dans son espèce de contrée, à dire toi tu vis, toi tu meurs. Mais si tu vis, c'est sous telle condition. Au bout d'un moment, ok, t'es content quand tu survis, mais aucun artiste arrivait à être assez puissant, ou alors fallait qu'il devienne très puissant pour commencer à pouvoir faire un contre-pouvoir. Et puis, ils étaient de toute façon tellement bloqués contractuellement que c'était compliqué pour eux, sans perdre le procès. Donc, en fait, petit à petit, Internet a permis d'ouvrir cette domination et de supprimer ces empereurs qui décident absolument de tout. Une maison de disques aujourd'hui doit maintenant trouver des arguments. Elles sont plus les seules à pouvoir donner de l'argent pour développer la musique. Donc elles se servent de leur disque d'or, de leur potentiel et tout ça. Mais nous, on en a plein des disques d'or. Je regarde, rien que nous, on a à titre personnel dans le label, on en a 80, 90. Donc on est aussi tout à fait légitime à pouvoir parler musique et tout à fait légitime à pouvoir parler financier. C'est ça qui fait complètement la différence. Et aujourd'hui, maintenant, t'as plein de gens qui veulent la même chose sur des artistes et des mecs qui sont beaucoup plus réactifs comme nous. Bon, écoute, il y a plus de rapport de force avec les maisons de disques, c'est fini. Elles ont beaucoup plus de mal à placer leur deal, qui, je rappelle quand même, doivent être beaucoup moins bons que les nôtres pour pouvoir rembourser tous leurs frais que nous, on n'a pas. C'est ça la différence. Chez Deepster, vous avez une IA propriétaire. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette IA ? Ce qui nous a le plus bluffé, c'est surtout sa capacité à nous dire qu'on était nuls dans nos premières décisions, quoi. Alors qu'on était quand même pas mal, hein. Mais tu vois, et de voir qu'elle a raison. Donc voilà.
Vraiment, pour moi, c'est ce qui me bluffe le plus, c'est sa capacité, pas tellement, tu sais, moi, j'ai jamais été impressionné par les gens qui vont dire, ouais, moi, je sais faire. Non. Je préfère les mecs qui prouvent et qui ont déjà fait. Tu vois, j'ai beaucoup plus de respect. Bon, elle allait chercher des données de l'époque et elle l'a analysé comme si. Et elle avait des réflexions qui étaient meilleures que les nôtres. Parce qu'elle avait plein d'infos que nous, on n'avait pas, ou de décisions qu'elle n'avait pas. Et puis, je pense qu'elle va devenir, monstrueusement redoutable je vais même pas dire dans les années à venir, mais dans les jours à venir. Quel est le vrai rôle de l'IA chez Deepster? L'IA, elle ingère de la data, donc de la data qui est par ailleurs disponible aux artistes, hein, puisque cette data, elle émane directement des plateformes de streaming. Sauf qu'au-delà de la gestion des datas, elle croise les données entre plusieurs typologies d'artistes pour constituer des clusters d'artistes qui se ressemblent et à partir de ça, être capable de constituer des patterns, hein, donc des cycles, et de projeter des revenus sur telle ou telle typologie d'artistes. Et nous, c'est à partir de ces projections et de cette catégorisation des artistes qu'on va être capable de formuler une proposition financière compatible avec l'artiste qu'on a en face de nous, compatible avec sa typologie et compatible avec les revenus que l'IA estime que cet artiste est capable de générer sur X durée. La force de notre IA, c'est aussi justement d'analyser toutes ces données, mais d'arriver elle-même à créer des modèles que nous, en tant qu'humains, on est incapable de faire la liaison. Je dis n'importe quoi. Peut-être que demain, elle va dire, bah tiens, dans le nord de la France, avec un taux de pluie supérieur à 45%, et puis avec un taux d'humidité de temps, des infos que nous, on absolument aucun rapport avec la musique, ben il s'avère que les gens écoutent plus de la musique que en plein soleil à Cannes pendant le festival. Réflexion complètement débile que je te donne, c'est pour simplifier la réflexion, mais elle va analyser et créer des modèles que même nous, on n'imagine pas. Ou que qui sont pas politiquement corrects. Et cette analyse de la donnée qui peut être retranscrit ou dire que ben, peut-être que ça permettra de classifier et de dire ben, tiens, telle musique, ça va être écouté par tel style de personnes et ce style de personnes-là qui habitent à tel endroit va apporter tel nom. Voilà. Et ça pourra déterminer plein de choses. Ce genre de musique doit sortir à 16h et pas à 18h. Ce genre de musique doit durer moins de 2 minutes parce que c'est des gens qui écoutent aussi TikTok. Et donc, du coup, la génération a plus l'habitude d'avoir des titres longs. Bref, des infos que nous, on n'imagine pas et qu'elle pourra nous trouver. Voilà.